Le fossé grandissant entre la noble théorie constitutionnelle belge de 1831 et notre réalité politique moderne, c'est vraiment le nerf de la guerre. L'État de droit traverse présentement des turbulences systémiques majeures. Et pour les étudiants en droit constitutionnel ou quiconque analyse l'architecture de notre démocratie, le décalage entre les textes fondateurs et la pratique du pouvoir soulève d'énormes questions. On parle de la nature même de la représentation nationale. Alors plongeons dans ce décryptage. Voici notre feuille de route juridique pour bien saisir tous ces enjeux. 1. Le mythe constitutionnel face à la réalité particratique. 2. La voie préjudicielle expliquée. 3. L'asymétrie financière et l'incompétence négative. 4. Une étude de cas sur le PTB. 5. Le bouclier jurisprudentiel européen. Et finalement, 6. L'avenir du mandat libre. C'est exactement ce qu'il nous faut pour comprendre nos blocages systémiques actuels. Section 1. Mythe constitutionnel et réalité particulocratique. On fait face ici à une véritable fiction constitutionnelle. D'un côté, on a l'idéal, l'article 33 de la Constitution qui stipule que tous les pouvoirs émanent de la nation. Une entité souveraine où les élus sont les seuls représentants légitimes, une idée d'ailleurs renforcée par l'article 42 qui précise que le mandat appartient à l'élu. Mais de l'autre côté, dans la réalité, c'est tout autre chose. On observe une captation claire de cette souveraineté. Le pouvoir est accaparé par des structures de droit privé, comme les états-majors des partis et le fameux cairn, le cabinet restreint. Le centre de décision a littéralement déménagé en dehors de l'hémicycle parlementaire. Elle constate que notre Parlement est rendu une simple chambre d'enregistrement et s'appuie sur un chiffre qui donne le vertige, 99,73 %. Ça, c'est le taux de cohésion de vote des parlementaires sous le gouvernement Wilmès II. C'est une statistique ahurissante. Elle témoigne de façon quasi clinique de l'annulation du concept de libre mandat parlementaire. Ce conformisme absolu, il est maintenu par un système disciplinaire ultra-rigide qui transforme de facto le mandat représentatif en un véritable mandat impératif. Section 2. La voie préjudicielle expliquée. Pour contester ce système, notre outil principal, c'est la voie préjudicielle. C'est ce mécanisme fondamental de dialogue interjuridictionnel où un magistrat de fond, ce fameux juge à quoi, décide de suspendre une procédure en cours pour aller interroger la Cour constitutionnelle sur la conformité d'une loi. Le juge de fond garde le contrôle sur l'interprétation des faits et la Cour, elle, tranche uniquement la question constitutionnelle. Pour tous les futurs juristes, c'est vraiment l'arme procédurale par excellence à maîtriser pour affronter la particratie. Et ce qui illustre brillamment la force de cette arme, c'est la comparaison des recours. Contrairement au recours direct en annulation qui est pogné avec une limite stricte de 6 mois après la publication d'une norme, la question préjudicielle, elle, n'a aucune condition de délai. Zéro. C'est un avantage stratégique énorme en contentieux. Pourquoi? Parce que l'inconstitutionnalité peut ressortir lors de n'importe quel petit litige ordinaire, des années, voire des décennies après le vote d'une loi. C'est une porte d'entrée indirecte mais redoutable pour remettre en question de vieilles lois bien établies. Section 3. Asymétrie financière et incompétence négative. On passe maintenant au nerf de la guerre financier. Le chiffre colossal à retenir ici, c'est 108 millions d'euros. C'est littéralement l'argent public injecté chaque année dans les partis traditionnels à cause de la loi de financement du 4 juillet 1989. À la base, cette loi-là voulait limiter les dons privés après des scandales historiques, mais elle a fini par créer une ronde de situations pharaoniques. Il faut comprendre que cette asymétrie financière crée un mur pratiquement infranchissable pour tout nouveau mouvement citoyen. Ça fige complètement notre écosystème politique en permettant aux partis établis de saturer l'espace médiatique et le micro-ciblage. Quand on analyse la répartition des revenus des grandes formations politiques, c'est fascinant. On voit une dépendance extrême aux dotations de l'État, oui, mais pour certains partis, on remarque aussi une forte dépendance aux rétrocessions obligatoires imposées à leurs propres élus. C'est un mécanisme qui transforme pernicieusement un mandat public en une source de revenus privés pour le parti. C'est un lien de subordination financière hyper direct qui vient sérieusement fragiliser l'indépendance de l'élu devant la nation. Et c'est exactement ici qu'intervient la puissante doctrine de l'incompétence négative ou lacune inconstitutionnelle. C'est une théorie développée par de grands constitutionnalistes comme Scholzem et Behren. En gros, une loi peut violer la Constitution parce qu'elle omet de dire. L'argument juridique est béton. La loi de 1989 coupe le financement aux partis hostiles au droit de la CDH, mais omet totalement de sanctionner ceux qui violent l'article 42 en imposant un mandat impératif. C'est une omission discriminatoire qui ouvre toute grande la porte à une contestation via le juge à cour. Section 4. Étude de cas, PTB.
Maintenant, regardons comment tout ça s'applique dans un cas concret et moderne avec les règles internes du Parti du travail de Belgique. On y trouve un modèle de centralisme démocratique qui exige une ligne univoque. On a aussi un plafonnement des indemnités au niveau d'un salaire d'ouvrier et bien sûr la rétrocession obligatoire des surplus directement dans la caisse du parti. Sur le plan purement clinique, on observe la création matérielle d'une subordination financière totale. Et ça soulève inévitablement la question, est-ce que ces statuts internes stricts sont compatibles avec le principe d'indépendance de la fonction parlementaire ? Et la réponse se trouve un peu dans les faits. En retraçant l'évolution de cette vague de défection historique en 2024 et 2026, la friction devient hyper évidente. On a Ndichi qui quitte face au dogmatisme, Dupont pour des questions d'épuisement, Aetaloa qui frappe une ligne rouge géopolitique et El Majoubi qui remet en question la propriété du mandat. Cette série de départs documente empiriquement l'existence d'un mandat impératif de facto. C'est le choc frontal entre la discipline de parti et la liberté d'un élu. Section 5. Le bouclier jurisprudentiel européen. Heureusement, quand la législation nationale stagne, les cours européennes viennent offrir une couverture juridique. On a 3 arrêts récents de Strasbourg qui redéfinissent les règles du jeu. L'arrêt Mugemangango contre la Belgique en 2020, qui a mis un terme au vieux dogme de l'autojugement parlementaire. L'arrêt Topinenko en Ukraine en 2025, qui empêche de révoquer un mandat politique, juste pour dissidence. Et l'arrêt Karachony en Hongrie, qui oblige d'avoir des garanties procédurales en béton avant de sanctionner un parlementaire. Le point crucial à retenir ici se trouve dans ce principe fondamental de la jurisprudence Tomenko. Le député doit pouvoir exercer sa fonction indépendamment de toute instruction contraignante de son organisation. Ce bouclier jurisprudentiel européen, c'est du bonbon pour les constitutionnalistes. Ça vient blinder le mandat représentatif et ça nous donne les arguments parfaits pour dénoncer les pratiques disciplinaires des partis qui, on le rappelle, bénéficient de fonds publics. Section 6. L'avenir du mandat libre. Alors, comment on attaque tout ça devant les tribunaux? Vu l'impossibilité de saisir directement la Cour constitutionnelle, on voit émerger une stratégie juridique super novatrice, l'action en responsabilité civile contre l'État législateur. En gros, un élu qui fait défection et qui subit un dommage matériel suite à une sanction de son parti peut lancer une action civile. Le juge de fond est alors forcé d'interroger la Cour sur l'incompétence négative de la loi de 1989. C'est brillant et ça s'appuie directement sur le célèbre précédent Ferrara de 2006 qui a mis fin à l'immunité historique de l'État législateur. Évidemment, le système ne se laisse pas faire et déploie ses propres mécanismes de défense. De nouveaux obstacles législatifs très inquiétants font leur apparition. Prenez la loi Quintin de 2025 qui permet de restreindre la liberté d'association sans passer par un juge au préalable. Ou encore la loi du 12 mai 2024 qui crée une exception de stratégie politique bloquant l'accès aux documents administratifs. Ça rend le travail de collecte de preuves infiniment plus complexe quand on veut documenter des instructions de vote illégales. Mais il y a de l'espoir avec des réformes structurelles et on pourrait s'inspirer du modèle allemand avec l'organe Streitverfahren. En ce moment, un élu belge n'a pas de droit subjectif face à son propre parti, mais avec un mécanisme comme celui-là, la Cour constitutionnelle pourrait enfin trancher directement les conflits internes entre un député et sa formation politique. Ça donnerait un véritable recours pour faire respecter l'article 42 et protéger la représentation nationale. Ce qui nous amène à cette réflexion finale assez percutante. La Cour constitutionnelle osera-t-elle devenir le véritable arbitre de la démocratie belge? Ça va prendre une sacrée dose d'audace judiciaire et une utilisation redoutable de la voie préjudicielle pour réussir à briser cette emprise de la particratie. C'est un défi monumental, c'est sûr, mais pour tous les étudiants en droit et futurs juristes qui nous écoutent, c'est le grand combat pour restaurer notre état de droit. Et ça donne vraiment envie d'en prendre davantage, n'est-ce pas?